En manchette ce soir, nouveau joueur dans la région pour la filière de batterie québécoise. Kinterra Capital crée la filiale minéraux-stratégique Abitibi à Amos. Enfin, on a un élément qui nous permet de se positionner dans la transformation. De nouvelles révélations concernant l'affaire de Sandra Godet. Ça veut dire que le gouvernement couvre ces personnes et couvre les auteurs du meurtre. Et 275 travailleurs de Rayem au Témiscamingue ont perdu leur emploi aujourd'hui. La machine est arrêtée. Plus rien qui se produit côté production dans l'usine aujourd'hui. Bonsoir tout le monde et merci d'être sur nos ondes. L'ancien site de l'usine de produits forestiers Résolu aura une nouvelle vocation à Amos et c'est Kinterra Capital qui en a fait l'acquisition pour le développement de minéraux critiques et stratégiques. Les explications de Kémilia Laliberté. La région vient de se tailler une place dans le développement de la filière batterie québécoise avec la création de la nouvelle filiale Minéraux stratégiques Abitibi. Kinterra Capital compte lier les services miniers aux producteurs de minéraux stratégiques. L'objectif premier, c'est créer une entreprise de services qui va aider au développement de la filière des minéraux critiques et stratégiques pour l'extraction et la transformation. On a tendance à oublier qu'il faut vraiment une multitude d'ingrédients pour qu'un projet minier se concrétise. Et l'objectif, c'est ça, favoriser ça. Dans un premier temps, à court terme, c'est pour aider les projets Dumont et Nivol. Éventuellement, probablement, d'autres projets ici en Abitibi. Kinterra Capital a d'ailleurs fait l'acquisition de l'ancienne usine de produits forestiers Résolu à Amos pour y installer son projet. 4 ans après la fermeture du site, le maire d'Amos se réjouit de voir l'espace renaître et vise même le développement de ses environs. On regarde beaucoup pour développer une gare intermodale. On a fait un plan d'affaires, on s'est impliqué avec la Chambre de commerce, avec le CLD, la SADC. C'est quelque chose qu'on veut faire pour les différents commerces et industries qu'on a dans le pourtour d'Amos et de la MRC d'Abitibi. On est en train de faire un centre entrepreneurial pour faire du développement, alors que ce soit là, via l'UQAT, peut-être des projets de recherche. On peut rêver. Il nous est permis de rêver à partir du moment où tu as un majeur comme Kinterra qui est ici pour faire du développement. Bien, toutes les idées vont être bonnes. D'après le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, l'implantation d'un tel centre d'expertise est un changement de cap majeur pour l'ensemble du territoire. Enfin, on a un élément qui nous permet de se positionner dans la transformation. Parce que la stratégie canadienne, on va investir des milliards de dollars à la fin de la chaîne d'approvisionnement pour construire l'usine de batterie. Mais si on va être véritablement vert, si on va être économique, si on va être stratégique, ça prend des circuits courts, développer la chaîne d'approvisionnement à partir de la mine. Minéraux stratégiques Abitibi veut contribuer à la transition énergétique, mais vise aussi une régionalisation des retombées économiques. À court terme, Minéraux stratégiques Abitibi compte débuter la restauration de son site, un projet qui devrait se réaliser d'ici les 2 prochaines années. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, Amos. RNC Nouvelles a appris une nouvelle exclusivité. 34 ans après le meurtre de la jeune Sandra Godet à Val-d'Or, de nouvelles révélations rapprochant les autorités des criminels qui seraient responsables du crime sont maintenant dévoilées. Oui, Mélissa, un balado ayant été lancé par des citoyens après la télédiffusion de, vous vous en souviendrez, le meurtrier sur mesure, l'édime de Val-d'Or, ça aurait exposé de nouveaux faits sur la mort de la jeune femme de 14 ans. On a appris que ces faits nouveaux disculperaient une fois de plus ceux qui avaient été faussement reconnus coupables. On se souvient que Hugues Duguay et Billy Taillefer avaient été reconnus coupables puis acquittés après le dépôt d'éléments prouvant, selon l'expert en criminologie Jean-Claude Bernheim, la malversation policière par manipulation de preuves et l'erreur judiciaire. Les 2 hommes sont en appel dans une poursuite de 88 millions de dollars contre la ville de Val-d'Or. C'est le corps policier de la ville qui, à l'époque, avait enquêté sur la découverte de l'adolescente sans vie dans un fossé enneigé du chemin de la Bécarrière. C'était le 12 mars 1990. Toutefois, l'affaire n'étant pas résolue pour autant, après toutes ces délibérations, M. Bernheim a reçu récemment des preuves écrites mettant en lumière des indices sur l'identité des véritables responsables. RNC Média ayant été informé de ces nouvelles preuves, on a rencontré l'auteur. Comment on peut penser que cette enquête est réellement une enquête et non pas une façon de détourner l'attention sur les vrais coupables? Parce que la police de Val-d'Or de l'époque protège ces personnes. Elles sont connues de Michel Cossette et de Daniel Huard.
Ne manquez pas l'entretien au sujet des nouvelles révélations et de leurs conséquences sur le dossier. L'affaire, qui n'a jamais été facile, n'est pas réglée pour autant, Mélissa, mais quelqu'un quelque part au sein des autorités judiciaires nationales peut, selon Jean-Claude Bernheim, les identifier et à la solution en main, on nous l'assure. Merci Yvon. Et à demain pour l'entrevue exclusive. Dans un autre dossier, triste jour à Témiscamingue, alors que c'est aujourd'hui que 275 travailleurs de l'usine de cellulose perdent leur emploi. Prévu d'abord pour le 2 juillet, l'entreprise forestière Rayonier avait finalement décidé de repousser la date des mises à pied au 16 juillet en raison de travaux. Et interrogée au courant des dernières semaines à ce sujet, la préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc, affirme que les discussions pour la vente du site à de potentiels acheteurs se poursuivent. Le maire de la municipalité, quant à lui, a encore espoir que le comité d'action puisse en venir à une solution pour l'avenir de l'usine. Pour nous, il est important que les décisions se prennent vite. Autrement dit, le comité, dans son 90 jours, il faudrait que de quoi de nouveau nous arrive sur la table bientôt pour dire, bon, OK, on avance, puis c'est favorable. Alors, c'est pour ça que le temps est compté. Plus que ça va retarder, moins il va y avoir de nouvelles, plus les gens vont dire, OK, on risque de s'en aller. Alors, oui, on a de l'espoir, mais il y en a moins qu'avant. On espère beaucoup que le comité va arriver dans ses dates, qu'il va y avoir la coopération, surtout de RYAM dans tout ça. Et on pense que le gouvernement, il va être là. Le forestier en chef du Québec a remis son analyse d'impact sur les possibilités forestières en lien avec le projet de décret d'urgence du gouvernement fédéral. Et ce sont les populations de Caribou, de Val-d'Or, Charlevoix et de Pipmoacan qui ont été scrutées et étudiées. Le projet de décret d'urgence pourrait prévoir l'interdiction de la récolte d'arbres, de travaux sylvicoles, ainsi que la construction de nouveaux sentiers et de nouvelles routes dans les zones provisoires. Tout est actuellement en consultation publique. Sur notre sujet maintenant, le puits municipal d'Amos, qui depuis 2022 propose des projections à 360 degrés à l'intérieur de l'infrastructure, vient d'ajouter à son attraction un circuit d'énigmes pour toute la famille. Félix Blaquier a tenté le jeu. Rendez-vous à la marina municipale d'Amos pour le début de la visite, d'une durée d'1h30 du puits municipal. Déjà, les visiteurs doivent s'immerger dans la proposition d'Anisipi. C'est que l'attraction en son et en lumière, inaugurée il y a 2 ans, vient d'être agrémentée d'un jeu d'énigmes créé autour du personnage de Stan. L'année passée, on a voulu bonifier l'expérience pour intégrer un jeu d'énigmes et on a passé par la conceptualisation de tout l'univers de Stan. Stan, en fait, c'était un employé de la ville qui a tout conceptualisé le système d'aqueduc. Donc, c'était Stanislas Bouchard qu'on a fait réapparaître à travers cet environnement ludique. Au puits municipal, les visiteurs vivent une expérience interactive qui éduque et sensibilise à la préservation de l'eau. Nous, on est très fiers de la qualité de notre eau. Puis, pour nous, c'est extrêmement important d'en faire la promotion. On veut aussi que les gens, de façon ludique, apprennent à la préserver puis comprennent mieux les esquerres. Un esquerre, c'est simple, c'est une nappe argileuse qui vient retenir les eaux, mais c'est le gravier qui va permettre la filtration de l'eau. Il n'y a pas ça partout. On est chanceux en Abitibi-Témiscamingue d'en avoir. Et ici, la particularité, c'est qu'il est aquifère. Et la qualité de l'eau, elle est incroyable. L'expérience familiale conçue avec l'entreprise montréalaise Moment Factory est une proposition peu banale selon la directrice générale de Tourisme Abitibi. Ça a été un beau projet, une belle vision de la ville d'Amos de faire appel à Moment Factory et on a un des plus beaux équipements pour faire connaître une richesse naturelle. C'est pas que de l'agrément, c'est de la connaissance scientifique, de l'importance de la ressource, éducatif et de l'agrément en plus, c'est merveilleux. L'attraction est ouverte au public du mercredi au dimanche avec 4 départs quotidiens partant de la marina municipale. Et les gens ont jusqu'au 2 septembre pour venir le visiter. Félix Blaquier, RNC Nouvelles, Amos. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Voyez après la pause la première résidence de création de l'écrivain amosois Samuel Larochelle.
plus de détails dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La centrale du sport Abitibi-Ouest, localisée à La Sarre, offre des services en kinésiologie et location de plateaux et d'équipements sportifs. Les 3 promoteurs ont investi 250 000 $ tout en créant 5 emplois, dont 1 permanent. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. À l'aube du début des cours d'été, pour plusieurs élèves de secondaire 4 et 5, le service d'aide Alloprof étant ses services, les élèves vont pouvoir donc bénéficier d'aide par téléphone, texto, clavardage et via la zone d'entraide. Anthony Dallaire a les détails. 55 000, c'est le nombre de jeunes qui ont demandé de l'aide via la plateforme Zone d'entraide de Alloprof, une hausse considérable de 50 % par rapport à l'année 2022. Une situation qui est vue relativement du bon œil selon Pascal Bonado, qui voit dans cette hausse une hausse de jeunes qui osent demander de l'aide. C'est très, très actif la période des cours d'été, même si on a une équipe quand même un peu réduite, parce que c'est sûr, c'est pas tous les élèves du Québec qui nous envoient des questions, c'est ceux qui sont en cours d'été surtout. Mais oui, on s'assure de rester occupé puis d'aider au maximum qu'on est capable de faire. Pour la présente année, ce sont 20 000 jeunes du secondaire qui entament leur cours d'été et leur préparation aux examens de reprise au Québec. En ce sens, les professionnels d'Alloprof ont devancé l'ouverture des services d'été pour offrir un soutien du 10 au 31 juillet par téléphone, texto, clavardage et via la zone d'entraide. C'est vrai pour les autres services qu'on a sur le site aussi, que ce soit nos fiches notionnelles, nos capsules vidéo, nos exercices, nos jeux. Effectivement, il y a une petite chute de l'été qu'on peut observer chez certains parfois, puis si on est capable d'aider à contrer ça, tant mieux. Puis pour ce qui est des jeunes qui sont en cours d'été, effectivement, là, comme vous l'avez si bien dit, autant par téléphone, par SMS, par clavardage, la zone d'entraide qui est un forum en ligne où est-ce que tout le monde peut venir donner un coup de main, incluant les membres de notre équipe. On va s'assurer de répondre au plus de questions possibles, voire même à toutes les questions qui nous sont posées. Entreprendre des cours d'été demande beaucoup de sacrifices pour les jeunes, selon Pascal Bonaldo. Ceux qui méritent tout le crédit, c'est les élèves eux-mêmes qui, justement, se donnent la peine pendant que leurs amis sont en vacances, de faire les efforts nécessaires pour effectivement ne pas prendre de retard dans leur parcours académique. Quand le jeune se fait bombarder d'informations toute la journée pendant la période des cours d'été et qu'il y a 3 semaines pour assimiler tout ça, on espère que quand il est temps de faire des exercices à la maison, si jamais ça bloque, qu'on va être capable de faire la différence pour ce jeune-là ou cette jeune-là. Donc, bien que la saison estivale soit un moment bien chargé, les différents enseignantes et enseignantes sont ici prêtes à aider les élèves de la province et de la région. Anthony Dallaire, RSI Nouvelles, Pointe-Noranda. La chronique culturelle vous est offerte par la troupe à cœur ouvert qui vous présente cet été Dernier embarquement au paradis. L'auteur Samuel Larochelle a passé 15 jours en résidence de création à la maison Hector Authier à Amos. Justine est allée à sa rencontre pour découvrir ce que ce séjour lui a apporté. Samuel Larochelle, c'est un écrivain, un journaliste, un animateur, un poète, puis bien d'autres affaires, mais c'est surtout un Amosois qui a quitté la région il y a une vingtaine d'années pour aller s'établir à Montréal. Mais là, depuis le 3 juillet dernier, il est de retour dans sa ville natale, ici à la maison Hector Authier d'Amos, pour entreprendre sa première résidence de création, parce qu'en ce moment, il est en train d'écrire un livre sur l'appartenance à sa région d'origine. Alors, quoi de mieux que de revenir dans son coin de pays? Samuel, tu es un écrivain originaire de la région. Tu viens de l'Abitibi-Témiscamingue, plus précisément d'Amos. Ça fait plusieurs années que tu es à Montréal, dans la grande ville. Et là, tu es de retour pour une résidence de création. Pour un écrivain, peux-tu nous expliquer c'est quoi une résidence de création? Mais c'est un peu deux choses. C'est soit une période qui est entièrement dédiée à l'écriture, à la réflexion pour ses idées, puis ça, soit le lieu vient inspirer, soit le fait d'avoir 2-4 semaines entièrement dédiées à la création, ça vient nous aider parce qu'on n'a pas de distraction. Moi, c'est un peu les deux en même temps. Et qu'est-ce qui t'a poussé à revenir dans ta ville natale, de revenir à Amos pour cette résidence-là? J'avais un projet de roman graphique dont les thématiques, c'est le rapport à sa région natale et le rapport à la nature. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas moi-même me retourner dans ma région d'origine. Et là, j'ai réfléchi, est-ce qu'il y a des bâtiments qui sont particulièrement beaux, des bâtiments historiques qui pourraient m'inspirer? J'ai pensé à la maison Hector Authier, dans ma ville natale, qui est la première maison coloniale de l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, j'ai envoyé un courriel, 2 minutes après, on me disait oui.
Donc, je me suis offert un 15 jours de création ici. Comme je l'ai mentionné tantôt, ça fait plusieurs années que tu es dans la grande ville. Est-ce que ce roman-là, c'est un peu une façon de dire aux gens que tu t'ennuies un peu de l'Abitibi-Témiscamingue? Écoute, j'ai quitté en 2003, ça fait 21 ans. Puis je te dirais que ça fait un bon 5 ans que je multiplie les projets puis les raisons de revenir, que ce soit avec mes spectacles qui allaient en tournée partout en région, le Cabaret des mots, ou d'écrire la biographie d'un politicien régional, François Gendron, là, la résidence de création. Je reviens à tous les salons du livre à la fin mai. Fait que oui, c'est très conscient, très volontaire de me faire revenir pour reconnecter justement avec mes racines, avec cette région, cette nature, cette communauté, la famille, les amis. Parce que plus on vit hors de sa région, plus on réalise que c'est pas juste nos parents, nos racines, c'est tout ce qui englobe ça. Puis que dès qu'on débarque de la voiture, puis qu'on sent l'odeur de notre région, ça nous bouleverse. Fait que c'est ça que je voulais revenir vivre. Tu termines demain ta résidence de création. Est-ce que ça a porté fruit? Écoute, oui, puis il faut que je précise, puisque c'est un roman graphique, c'est 3000 mots. Ce n'est pas un roman de 115 000 mots comme je l'ai déjà fait. Fait que j'ai fini le manuscrit que j'avais commencé. En une semaine, j'ai pu tout écrire, mais ça fait des mois, voire 2 ans que ces idées-là tournent dans ma tête, se clarifient. Le personnage devient de plus en plus vrai dans ma tête. Fait que là, il fallait que je m'assoie, que je l'écrive. Fait que oui, il y a certains souvenirs de vivre en Abitibi qui m'ont inspiré, mais c'est pas une histoire sur Amos ou sur l'Abitibi. Puis c'est pas mon histoire. Ça peut me permettre de donner ça à mon personnage, même si c'est une jeune femme musicienne dans une famille différente de la mienne qui retourne sur une érablière, ce que nous n'avons pas, je crois, en Abitibi-Témiscamingue. Mais n'empêche que tout ça m'a aidé à écrire en une semaine mon manuscrit. Je l'ai revisé hier. Je me donne une petite période pour laisser mon cerveau respirer, pour y replonger, puis j'envoie ça chez l'éditeur. Merci beaucoup, Samuel. Puis félicitations aussi pour ton livre « Le plus petit sauveur du monde » qui a remporté le prix littérature du gouverneur général. Et la suite s'en vient en septembre du plus petit sauveur. On a un petit tease. Hey, merci beaucoup, Samuel. Merci. Puis bonne fin de ta résidence. Merci. Après la pause, on verra le départ de la première étape du Tour de l'Abitibi-Glencore. On parle d'un parcours de 115 km partant de Rouyn-Noranda jusqu'à Val-d'Or. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. C'est à 16h45 cet après-midi que les cyclistes prenaient le départ de la première étape de la 54e édition du Tour de l'Abitibi-Glencore, une étape de plus de 115 km entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Et Alexis, on peut dire que le coup d'envoi est officiellement donné. Absolument, après le challenge sprint hier qui ne comptait pas pour les points. Première étape aujourd'hui, les coureurs ont pris le départ du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à 16h45 et ça fait exactement 1h30 que le départ a été donné. Il leur reste environ 45 km avant d'arriver ici à l'hôtel de ville de Val-d'Or. Approximativement à la base prévue autour de 19h15, mais on prévoit peut-être qu'ils vont être devancés puisque ça a été relativement rapide, là, du moins pour l'instant. Comme mentionné plus tôt, c'est un parcours de 115 km qui longe la 117 entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Les coureurs qui passent d'ailleurs par Rivière-Éva et qui vont même rentrer au cœur de Malartic. D'ailleurs, ils y seront là sous peu. Tantôt, Mélissa, on a parlé à la présidente du Tour qui nous a mentionné que les coureurs étaient fébriles, mais qu'il y avait plusieurs défis, notamment la pluie. Il pleuvait ici tantôt. Il a plu durant le parcours. Je vous laisse écouter Mélanie Rocher à ce sujet. Les gens, on les sent fébriles. Les jeunes, on les sent très fébriles. On va le sentir aussi au début de la course. On a quand même vu des petits jouages de coudes, excusez mon expression. Fait que j'ai hâte de voir comment les jeunes vont se comporter aujourd'hui, là, voir si déjà on va sentir la compétition. Là. Ça va être intéressant. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Hein? Fait que ça va être le défi de nos jeunes aujourd'hui. Je crois que c'est même un vent de face, puis il est quand même assez fort. Fait que ça, les jeunes, s'ils veulent garder la tête du peloton, bien, ils vont avoir ce défi-là à traverser. Et Alexis, les coureurs ont leur défi cet après-midi, mais les organisateurs aussi, qui ont le leur avec la gestion de la circulation de la route 117. Oui, on le sait, la route 117 est assez occupée, mais on nous a assuré du côté des organisateurs que tout était sécuritaire. On s'est assuré avec la Sûreté du Québec que tout soit bien. On veut que les jeunes, ce soit la priorité. Et il n'y a pas eu d'incident jusqu'à maintenant, donc tout se passe relativement bien. Je vous laisse d'ailleurs écouter le directeur technique à ce sujet.
On a une très bonne escorte au niveau de la Sûreté du Québec là, actuellement pour nous aider à sécuriser notre course. Fait qu'on a bien des gens devant, quelques personnes dehors aussi, puis s'assurer que le sas de course soit bien protégé. Donc, pour les gens qui arrivent de Malartic, de Val-d'Or aujourd'hui, mais ça ne sera pas très long, ils vont s'arrêter quelques minutes sur le bord du chemin. Ils vont même pouvoir sortir s'ils veulent encourager les cyclistes et puis ils vont pouvoir repartir. Pour les gens qui nous suivent de Rouen, mais là, il faut être un petit peu plus patient. Mais il faut dire que c'est pour le bien des jeunes, le sport et pour aussi faire rayonner la région. Émile, ça, je vais mentionner là, que les citoyens sont invités à venir ici à 19h encourager l'arrivée des coureurs ainsi que la remise des médailles. Et demain, deuxième étape en partant de Amos vers 17h et arrivée prévue vers Val-d'Or vers 19h15. Tout ça, on va suivre le tout. Merci, Alexis. Bonne soirée, merci. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demandait « Comptez-vous suivre le Tour de l'Abitibi-Glencore » Vous avez répondu non à 72%. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo Justine, on est encore une fois à la veille d'orages violents. Surtout pour le Témiscamingue, là, on peut s'attendre à de fortes rafales ce soir, aussi même de la grêle et des averses vraiment abondantes. Donc pour ce soir et cette nuit, là, on aura des averses qui devraient cesser vers minuit. Ensuite, ça va être nuageux avec un 40 % de probabilité d'averses. Et comme je le disais, il y a bien sûr un risque d'orage dans la région. Demain, là, on va avoir des nuages qui vont encore être de la partie avec un 60 % de probabilité d'averses sur tous les secteurs. Et il fera un maximum de 20 degrés. Et un petit aperçu pour jeudi, eh bien, Mélissa, c'est encore des nuages avec un 60 à 70 % de probabilité d'averses au nord et des averses au sud. On aura avec tout ça un maximum de 19 et 20 degrés. Pas de chance cette semaine, là, c'est la pluie qui l'emporte. On aura peut-être plus de chance la prochaine fois. Merci, Justine. Et je termine avec 2 joueurs des Foreurs de Val-d'Or qui ont reçu de prestigieuses invitations au camp de Hockey Canada. Il s'agit de Philippe Veilleux et de Benjamin Cossette. N'oubliez pas aussi qu'on est sur YouTube et X TVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou revoir les reportages ainsi que les bulletins de nouvelles. Sur ce, je te souhaite de passer une belle soirée et on se retrouve demain.